Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Très bien. Super. Oui. Alors, avec toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard, on va pouvoir démarrer ce webinaire intitulé « La SCAEC, une exploitation agricole sous statut coopératif ». Ce webinaire est organisé par la coopération agricole. Il vise à présenter l'avancée de nos travaux sur la SCAEC et de porter à connaissance ce statut, qui est une forme juridique qui permet de porter une activité d'exploitation agricole en s'inscrivant dans un fonctionnement coopératif. Ce travail de recherche a été soutenu par le CASDAR, le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural, dans le cadre d'un projet intitulé CARPAT, la coopérative acteur du renouvellement des populations agricoles sur les territoires. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Romain Avassor. Je travaille pour la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes sur des missions de formation et de conseil pour les dirigeants élus des coopératives, donc les administrateurs et administratrices. Les invitations pour ce webinaire ont été distribuées largement. On avait 80 personnes inscrites, représentant une belle diversité d'organisations d'origine. Alors, on retrouve notamment des personnes du réseau de la coopération agricole au niveau national ou en région ou dans les organisations métiers. On retrouve des organismes de développement agricole, notamment CIVAM, GAB, GAEC et Société, SAFER, j'en oublie certains, sans doute. Des membres du Haut Conseil à la coopération agricole. On retrouve aussi des coopératives agricoles, en particulier du monde de la vitie, mais pas que. On retrouve aussi des coopératives polyvalentes, notamment dans l'Ouest. On trouve des coopératives d'accompagnement à l'entrepreneuriat agricole, ou non. Des personnes du monde universitaire, enseignants-chercheurs ou étudiants. Des juristes et consultants indépendants, des personnes du ministère de l'Agriculture ou d'organisations rattachées au ministère, et j'en oublie sans doute, vous m'en excuserez. Dans tous les cas, cette diversité illustre l'intérêt pour un sujet qui est à la croisée de nombreux chemins et enjeux, comme nous le verrons. Et compte tenu de cette diversité, il ne me semble pas inutile de représenter qui est de la coopération agricole. Donc, nous sommes le syndicat des coopératives agricoles hors CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui ont leur propre organisation syndicale. Aujourd'hui, on a en France un peu plus de 2000 coopératives agricoles hors CUMA, dont la quasi-totalité adhère au syndicat. Les missions du syndicat sont assez classiquement pour un syndicat des missions de défense et de promotion du modèle, mais aussi de mutualisation d'un certain nombre de fonctions, notamment sur les aspects de conseil juridique, de formation, et puis des missions comme celle qui s'inscrit dans laquelle ce webinaire aujourd'hui s'inscrit, de recherche et développement. Avant de commencer, il semble important de poser quelques éléments de cadre et en particulier un préalable. On va parler d'une forme de coopérative agricole peu connue, qui est résumée sous l'acronyme juridique SCAEC, autrement dit Société coopérative agricole d'exploitation en commun. Juridiquement, il existe 6 types de coopératives agricoles. L'exploitation en commun, et du coup, je me rends… Ouais, et le deuxième, pardon. Donc, il existe 6 types de coopératives agricoles. L'exploitation en commun est le deuxième de ces 6 types, sachant que ces 6 types peuvent s'hybrider. Alors, on ne va pas parler de toutes les coopératives qui utilisent le type juridique exploitation en commun, mais uniquement celles qui ont pour objet principal l'exploitation en commun. Alors, pour être plus clair, je vais m'expliquer. On retrouve sur le terrain des coopératives agricoles dont le projet est d'abord de développer des activités à l'amont d'approvisionnement ou à l'aval des exploitations qui en sont membres, donc à l'aval pour de la mise en marché, et qui vont mobiliser par ailleurs le type 2 d'exploitation en commun pour développer notamment du travail à façon chez certains associés coopérateurs. Là, dans ce cas-là, l'exploitation en commun est périphérique au projet central qui est d'intervenir en amont ou en aval des exploitations agricoles. Ce sujet-là, il est intéressant, mais on va laisser de côté ce champ de pratique que recouvre le terme de SCAEC parce que ce n'est pas l'objet de notre séminaire. En effet, nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est aux coopératives de type 2 d'exploitation en commun, dont l'exploitation en commun est le principal et le seul objet de la coopérative agricole. Autrement dit, celui d'avoir une exploitation agricole sous une forme coopérative. Donc, il y a bien 2 réalités juridiques sur lesquelles je reviendrai tout au long du séminaire, puisque cette distinction est importante à faire pour éviter notamment des confusions.
La deuxième chose importante à vous dire en préalable, c'est que c'est un travail qu'on va vous présenter, un travail de recherche non terminé. On va vous présenter l'état de nos travaux. On apportera donc des réponses aux questions pour lesquelles on en a. Et puis, et c'est aussi l'objectif de ce séminaire, les différents échanges nous permettront de renouveler nos propres questionnements et d'alimenter donc la suite de notre travail. Troisième point, ce travail n'est qu'un travail de recherche. Il produit des connaissances, des questionnements, il donne à voir. Mais de fait, il interroge aussi les acteurs politiques, qu'ils soient privés ou publics, sur d'éventuelles actions à mener pour faire évoluer ce statut. Mais de ce point de vue, ce travail ne se veut pas, le travail qu'on va vous présenter ne se veut pas prescripteur. Charge aux instances légitimes, à la coopération agricole et ailleurs, de décider de faire évoluer le statut et la loi qui l'encadre. Enfin, et dernier point, ce travail s'appuie sur des éléments bibliographiques que nous citerons dans d'éventuelles publications à venir et que nous rappellerons dans une diapo en fin de webinaire. Alors, on est sur un webinaire qui va durer 1h30 avec le retard qu'on a pris, donc il terminera aux alentours de 16h15. Le programme est assez dense, donc pour être efficace et assurer le bon déroulement des interventions, on vous propose d'une part de couper votre micro qui permettra d'éviter les bruits parasites, aussi de désactiver votre caméra de façon à améliorer le flux. D'autre part, pour ce qui est des échanges, on a bien prévu à la fois des temps d'apport et des temps d'échange, de questionnement. On vous demande de poser vos questions par écrit dans le fil de la conversation et on les posera en fonction du temps disponible à l'issue de chacune des 3 parties qui structurent ce webinaire. Et puis, de la même façon, vous pouvez utiliser le chat pour signaler tout problème en lien technique avec le webinaire. Une personne se chargera de les prendre en charge. Enfin, dernier point, vous étiez averti au moment de l'invitation à participer à ce webinaire. Ce webinaire, il est enregistré de façon à permettre à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui de pouvoir le visionner ensuite. Alors, ce webinaire va se dérouler de la façon suivante. Je vais d'abord intervenir pour donner un cadre conceptuel à la SCAEC en tant que coopérative agricole de production. Je reviendrai sur ces termes. Ensuite, Muriel Tina, qui est directrice adjointe à la direction des affaires juridiques et fiscales de la coopération agricole, et Jamila Renouvin, qui est juriste dans la même direction, nous présenteront un état des lieux de nos connaissances, à la fois sur les origines juridiques de ce statut, et d'autre part sur la traduction pratique des grands principes coopératifs dans le cadre de la SCAEG, à savoir les questions liées à la double qualité, à l'engagement d'activité, etc. Et puis enfin, Vincent Viard, qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui, président du conseil d'administration de l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, seul SCAEC actuellement en fonctionnement, viendra illustrer en pratique le fonctionnement d'une SCAEC à travers son témoignage. Enfin, Charles Guillaume, qui est juriste à la coopération agricole pour les vignerons coopérateurs, donc les caves coopératives, interviendra comme médiateur du webinaire pour faire notamment le lien entre les participants et les intervenants pour ce qui est des questions que vous aurez. À partir de là, je vous propose de commencer. Alors, première chose, pourquoi organiser un webinaire sur la SCAEC? On peut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture se transforme, comme elle l'a toujours fait, à des vitesses plus ou moins importantes, avec des changements plus ou moins structurants. Le modèle agricole soutenu depuis 2 siècles en France et sur lequel se sont appuyés les acteurs du développement est celui de l'agriculture dite familiale. Celle-ci se caractérise par le caractère central de la cellule familiale dans le fonctionnement de l'exploitation, à savoir les ascendants et descendants directs du ou des chefs d'exploitation, qui assurent à la fois l'essentiel du travail et qui détiennent les moyens de production. Les auteurs François Purseigle et Bertrand Hervieux, dans leur dernier livre « Une agriculture sans agriculteurs », font le constat de la disparition progressive et avancée de ce modèle agricole hérité de la Troisième République. Les exploitations agricoles sont de moins en moins nombreuses, ont de plus en plus recours à des capitaux et de la main-d'œuvre extérieure, et cette dynamique s'accompagne par le développement des formes juridiques sociétaires. Paradoxalement, les auteurs soulignent que cette dynamique renforce la diversité des trajectoires et donc des modèles agricoles, qu'ils résument sous cette phrase: moins les agriculteurs et les exploitations sont nombreuses, plus ils et elles sont divers. Cette dynamique de transformation de l'agriculture s'accélère. Le processus ne devrait pas ralentir au regard de plusieurs facteurs. Le premier facteur est celui de la pyramide des âges. Un grand nombre de chefs d'exploitation vont partir en retraite.
dans les prochaines années, les 10 prochaines années en particulier. Le deuxième est que de plus en plus, les filles et filles d'agriculteurs, agricultrices choisissent d'autres voies professionnelles que celle de la reprise de l'exploitation familiale. Le troisième facteur est que le niveau capitalistique des exploitations qui augmente, ce qui rend moins attirant, sinon inaccessible, l'entrée dans le métier en qualité de chef d'exploitation. Pour certains auteurs, la forme sociétaire, plus qu'un marqueur d'un changement de l'agriculture, conduirait immanquablement à la dissociation entre les logiques de travail et de production et les logiques de rémunération des capitaux. Dans ce contexte, il nous semble utile de porter un regard sur la SCAEC, qui est l'objet de notre webinaire. En effet, c'est un statut qui est certes ancien, mais qui nous semble très actuel au regard des projets agricoles qu'il sous-tend, dans la mesure où il apporte des réponses à ces enjeux de sociétarisation, de rupture dans la transmission générationnelle des exploitations et la difficulté de transmission liée à l'intensité capitalistique des fermes. Autrement dit, dans ce paysage de l'agriculture française qui se diversifie, qui se fragmente, la SCAEC a sans doute une place. Tout ce travail de recherche et ce webinaire pour mieux comprendre les origines, les utilisations, les avantages et les limites de ce statut, pour mieux le connaître et pourquoi pas le faire évoluer au regard des limites actuelles qu'il peut présenter. Alors, on peut parler conceptuellement, pour la SCAEC, en tout cas pour la pratique dont on va parler de SCAEC, d'une coopérative agricole de production. Et je vous propose en quelques diapos de justifier de la pertinence de ce concept pour comprendre les projets que la SCAEC permet. Alors, qui dit coopérative agricole de production dit coopérative. Donc, je vous propose de définir ce terme. Et pour cela, je vous propose de faire appel aux coopérateurs eux-mêmes qui, réunis dans l'Alliance coopérative internationale depuis presque 130 ans, définissent à travers leur déclaration sur l'identité coopérative ce qu'est une coopérative dans ces termes. Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise détenue collectivement et contrôlée démocratiquement. De cette définition, je vous propose d'abord de s'arrêter sur un élément essentiel qui est que les coopératives sont une forme d'organisation duale regroupant une entreprise et une association de personnes, l'entreprise étant au service d'un projet porté par le groupement de personnes. De ce premier élément découlent les deux autres sur lesquels il me semble utile de s'attarder. Le premier, que ce sont des sociétés de personnes et donc de capitaux qui sont réunies, et donc inutile de proposer une hiérarchie entre elles, d'où le fait que le groupement de personnes qui a le pouvoir sur l'entreprise l'exerce selon un principe démocratique que l'on connaît souvent parce qu'il est résumé sous le terme du mode de délibération qu'il sous-tend, à savoir une personne, une voix. La deuxième chose qui découle du fait qu'il s'agit d'un groupement de personnes et d'une entreprise, c'est que le régime de propriété de l'entreprise est spécifique. Il est qualifié dans cette définition de propriété collective. Plus précisément, on peut dire qu'il s'agit d'une propriété d'usage. En effet, ce sont des sociétés de personnes. Le régime de propriété vise à garantir que l'entreprise reste au service des besoins de l'association de personnes. Ainsi, contrairement au régime de propriété dans une société de capitaux, les membres n'ont pas le droit de prélever de la valeur sur l'entreprise. Ils ne peuvent pas d'ailleurs non plus revendre leur part sociale, mais uniquement se les faire rembourser. Ainsi, contrairement à d'autres formes sociétaires, la coopérative par construction fait primer le service rendu par l'entreprise sur la logique capitalistique. On peut donc schématiquement représenter une coopérative de cette manière. Une coopérative, c'est un groupement de personnes réunies autour d'un projet commun qu'ils réalisent au moyen d'une entreprise qui va développer des activités. D'un côté, on va trouver le principe de démocratie régissant le fonctionnement du groupement de personnes, et de l'autre, de côté de l'entreprise, ce régime de propriété particulier qui privilégie l'usage. Dans le cadre de la SCAEC, le groupement de personnes est composé de personnes souhaitant exercer le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, et l'entreprise est une exploitation agricole. Les agriculteurs et agricultrices réunis gouvernent démocratiquement l'exploitation agricole qu'ils détiennent collectivement pour leur usage de travailleurs du monde agricole. Je vais revenir brièvement sur ce régime de propriété d'usage. Alors désolé pour ça, il va falloir faire un peu de compta, mais simplifié. Au niveau comptable, dans les états financiers des entreprises coopératives, au niveau du bilan, cette propriété d'usage va se traduire au niveau du passif par des réserves qui ont une particularité, à savoir celle d'être impartageables.
Impartageable entre qui? Entre les associés, c'est-à-dire les membres du groupement de personnes. Autrement dit, ces réserves sont un peu mal nommées par rapport à toutes les autres lignes du passif qui correspondent à des dettes. Les réserves impartageables, les réserves de coopérative sont en quelque sorte des non-dettes puisqu'elles sont dues à personne. Faibles au démarrage de la coopérative, ces réserves, cette propriété usage va se construire progressivement, année après année, par des générations de coopérateurs qui décident de garder une partie du résultat annuel quand il est positif dans l'entreprise. Ces réserves viennent financer l'entreprise, c'est-à-dire son actif, pour que l'entreprise puisse répondre aux besoins de l'association de personnes qui la détient. Donc, la SCAEC est une coopérative, une société de personnes qui repose sur ces deux principes de démocratie et de propriété d'usage. Et des coopératives, il en existe beaucoup. Le mouvement coopératif COPFR, qui fédère les coopératives en France, en dénombre 14 différentes, qu'elle classe en 5 catégories que je vous propose de réduire à 4. La première catégorie, elle est composée des coopératives d'entreprise, à l'image des coopératives agricoles ou de commerçants. Cette catégorie de coopératives rend des services pour des entreprises, notamment en amont pour leur approvisionnement ou en aval pour la mise en marché. La seconde catégorie de coopératives est dite d'usagers. Dans celle-ci, les membres du groupement de personnes sont des personnes physiques et sont les bénéficiaires des services produits par l'entreprise. On y retrouve par exemple la grande famille historique, notamment des coopératives de consommateurs. Et on peut aussi raccrocher les coopératives bancaires, isolées pour sans doute des raisons notamment réglementaires, mais qui fondamentalement sont composées dans ce qui est le groupement de personnes qui la détient par des usagers qui sont à la fois épargnants ou emprunteurs. La troisième catégorie, elle est composée de coopératives dites de production. Ici, pour COPFR, restreint au seul scope, société coopérative ouvrière de production. Celle-ci se caractérise par le fait que les membres de l'association de personnes sont aussi les travailleurs de l'entreprise. On trouve une quatrième catégorie sur laquelle je ne reviendrai pas, qui sont les SIC, coopératives d'intérêt collectif. Maintenant, si on revient à notre SCAEC, c'est bien dans la troisième catégorie qu'il faut les classer. Les SCAEC au sens de celle à laquelle on s'intéresse pour ce webinaire, à savoir la volonté de faire fonctionner une exploitation agricole sous une forme coopérative, selon un mode de fonctionnement coopératif. En effet, dans la SCAEC, les membres de l'association de personnes sont les travailleurs de l'entreprise. Elle s'inscrit donc dans les coopératives dites de production. Et elle se différencie de l'utilisation du terme de SCAEC par d'autres coopératives, cette fois agricoles, pour des activités périphériques comme le travail à façon chez des associés coopérateurs. Donc la SCAEC, c'est bien une coopérative de production qui se classe dans la troisième catégorie. Les membres de l'association de personnes sont les travailleurs de l'entreprise. Voilà, ce sont bien les travailleurs de travail dans l'entreprise. Alors, donc, on vient de voir que, les SCAEC sont des coopératives, et plus particulièrement des coopératives de production, tout du moins les SCAEC auxquelles on va s'intéresser. Et il faut donc justifier le dernier terme d'agricole. Alors, si on repositionne celle-ci selon nos principes de propriété d'usage et de démocratie, on retrouve les SCAEC à l'extrême droite, au sens qu'elles font vivre ces deux principes dans leur projet. Mais la particularité donc des SCAEC, c'est d'avoir un projet d'activité ancré dans la production agricole. Autrement dit, la SCAEC est un statut qui permet à des personnes physiques souhaitant être agriculteurs de le faire collectivement dans le cadre d'une gouvernance démocratique et d'un régime de propriété coopérative, donc centré sur l'usage. Donc, si la SCAEC est une coopérative agricole au sens juridique, elle est une coopérative de production au sens de la nature du lien d'activité qui lie les membres du groupement de personnes à l'entreprise, à savoir un lien de travail. De ce point de vue, la SCAEC n'est pas la seule forme juridique qui permet de porter ce type de projet. Sur le terrain, on va trouver notamment des SCOP et des SIC dont les projets s'inscrivent tout ou partie dans un projet de production agricole. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il est important de les citer, ce qui correspond à une réalité de terrain. Maintenant, si on prend plus largement l'ensemble des pratiques d'exploitation agricole qui essayent de faire vivre ces deux principes, en fait, on retrouve d'autres organisations qui s'inscrivent dans ce type de projet. On en a identifié au moins 3 cas.
un peu schématiques. Le premier, c'est celui des GAEC, qui sont donc des groupements agricoles d'exploitation en commun, dont certains GAEC vont reposer, alors tous les GAEC reposent sur un principe démocratique, donc d'égalité entre les associés qui le composent, mais ce sont des sociétés de capitaux. Pour autant, certains GAEC vont faire le choix de renoncer à tout ou partie de la valeur vénale de leur part sociale pour faciliter la transmission, consacrant une forme de propriété d'usage. Donc on peut considérer que la sous-valorisation des parts crée de fait une forme de propriété d'usage, mais informelle, qui n'existe pas au bilan de ces GAEC. À ce titre-là, récemment, j'ai fait la rencontre d'un éleveur installé en GAEC qui était déterminé à céder ses parts à valeur nominale quand il arrêterait son exploitation, dans un souci de s'inscrire dans une propriété d'usage et de faciliter la transmission. Et il complétait ça d'un choix qui était d'utiliser au maximum les dispositifs de plan épargne retraite pour se constituer une pension de retraite, pour ne pas avoir à compter sur la valorisation de ses parts au moment de son départ. Donc clairement, ce type de projet s'inscrit dans une logique et démocratique et de propriété d'usage. Néanmoins, et c'est aussi à travers ce qu'on a vu sur le terrain, il est important de souligner que le décalage avec la nature juridique peut conduire à des risques, notamment du point de vue fiscaux, mais aussi du point de vue des désaccords qui pourraient apparaître entre les associés au moment de la sortie de l'un d'entre eux, voire entre les associés restants et les héritiers d'un associé disparu. Alors, on retrouve aussi des CUMA dites intégrales qui associent des exploitants agricoles pour l'intégralité du matériel de mécanisation de leur exploitation et qui, de fait, pour une partie de leur exploitation, vont avoir une propriété d'usage des moyens de production de l'exploitation. Et certaines CUMA vont aller plus loin en ayant, au-delà de la partie de travail de gestion de la mécanisation, ils vont aller jusqu'à la gestion de la production végétale à travers des formes de ce qu'on appelle d'assolement en commun, de la gestion des cultures collectives. Enfin, et c'est utile de le dire face aux statistiques agricoles qui ne les voient pas, qu'on retrouve aussi des formes d'organisation de la production entre exploitations, opérationnellement organisées très collectivement, mais juridiquement informelles, qui vont là encore sous-évaluer au moment des transmissions les parts détenues par les chefs d'exploitation pour faciliter la transmission. Voilà. Alors, on vient de voir que les SCAEC sont bien des coopératives, plus particulièrement des coopératives de production, et en l'occurrence des coopératives de production agricole. La particularité des SCAEC, c'est d'avoir un projet qui est ancré strictement dans une activité de production agricole. Donc, la SCAEC, c'est bien un statut qui permet à des personnes physiques souhaitant être agriculteurs de le faire collectivement dans le cadre d'une gouvernance démocratique et d'un régime de propriété coopérative centré donc sur l'usage. Mais ce type de projet porté par ce type de SCAEC dont on parle aujourd'hui s'inscrit effectivement dans un champ de pratique qui cherchent à faire vivre dans leur projet de production agricole tout ou partie de ces deux principes structurants que sont la démocratie et la propriété d'usage pour ce qui est coopératif. Voilà. Alors, on vous propose à partir de là d'avoir un premier temps. Ah, je m'entends. Allô? Ouais, vous m'entendez? C'est bon? On vous propose d'avoir un premier temps de questions autour de ce que je viens de vous raconter, dans la limite du temps qu'il nous reste de disponible, à savoir, Charles, est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, 5 minutes environ, hein, pas plus, parce qu'on va essayer de rattraper un petit peu. Vous nous entendez toujours? Oui. Alors, je vois qu'on a priori, on nous a dit qu'il y avait peut-être un. Est-ce que vous arrivez à accéder à la conversation, notamment pour poser des questions? Et, je ne vois pas de réponse à ce stade. Oui, ok, c'est parfait. Eh bien, pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit durant les interventions, hein. Et puis sinon, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse, si vous souhaitez prendre la parole. Et
Voilà, donc n'hésitez pas. Et ensuite, évidemment, il y aura d'autres points, d'autres moments pour poser des questions. S'il y a à ce stade aucune question, on peut poursuivre. Alors, Romain, une question de la part de Alessandra Kirsch. Comment et pour quels investissements ou besoins peuvent être utilisées les réserves impartageables? Alors, les réserves impartageables, elles induisent beaucoup d'incompréhension, de mécompréhension de ce qu'elles sont. Pour bien le comprendre, je vous propose de revenir sur cette diapo qui illustrait les données du bilan. On peut résumer simplement le bilan comme étant d'un côté à l'actif ce que détient l'entreprise, comptablement sur plus d'un an et qui coûte plus de 500 €, et de l'autre, le passif qui exprime la façon dont on le finance. Les réserves impartageables, elles servent à financer, au même titre que toutes les autres lignes du passif, l'ensemble des biens qui se trouvent à l'actif. Donc, oui, pour répondre à la question d'Alessandra Kirsch, les réserves impartageables, elles peuvent être utilisées pour tout le financement de l'actif, sans indistinction. Elles sont noyées au sein de l'actif. Est-ce que c'est plus clair pour Alessandra ou non? C'est bien. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Une question de Dorian Morata. En SCAEC, les associés sont… alors, on demande si les associés sont tous salariés de la SCAEC ou si des agriculteurs indépendants cotisants solidaires peuvent créer le SCAEC sans en être salariés. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre par l'affirmative tout en renvoyant à la prochaine partie qui viendra détailler ce point-là. Et compte tenu du fait… Quelqu'un a ouvert son micro, merci. Compte tenu du fait qu'on est effectivement un peu pressé par le temps, parce qu'on a démarré un tout petit peu avec un peu de retard, je vous propose de passer dès maintenant à la seconde partie. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la partie chat. Je les récapitulerai et puis on essaiera d'y répondre rapidement et dans les meilleures conditions possibles, si on a la réponse, bien évidemment. OK, donc ce que je vous propose, c'est maintenant donc on laisse la parole à Muriel et Jamila qui vont nous présenter comment les grands principes coopératifs, partagés entre toutes les formes coopératives, bien sûr, se traduisent de façon pratique dans la SCAEC dont on parle aujourd'hui. Et avant, elles vont d'ailleurs nous rappeler un peu les origines historiques de ce statut. Muriel et Jamila, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Oh, ça fait bizarre, non? Oui. Le son est bon en tout cas. D'accord. Moi, par contre, j'ai le retour, c'est pas très agréable. Ah, alors, Il faut éteindre là-bas? Oui, mais dans ce cas-là. Éteins-toi. Ah non, mais Muriel, il ne faut pas que tu allumes ton micro. Oui. Ah, d'accord. OK, vous m'entendez toujours? oui. Bon, on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, avec Jamila, nous allons vous présenter les particularités juridiques de la SCAEC. Et donc, pour commencer, donc on va prendre la première diapo, Romain, s'il te plaît. Oui, mais alors du coup, je me rends compte, ça n'a pas été précisé, que les diapos que j'ai présentés n'étaient pas visibles, en tout cas pour un certain nombre de participants. C'est toujours le cas ou pas? Nous, on les voit. Est-ce que les participants les voient? Oui. Oui. Oui, d'accord. Bon. Oui. Tout le monde les voit. Donc, il n'y avait que un participant qui m'envoyait un SMS qui ne les voyait pas, lui. OK. On va y arriver, on y croit. On va y arriver, ça roule. Allons-y. Donc, première diapo, Romain, s'il te plaît. Voilà. Bon donc, oui, très bien. Effectivement, avec Jamila, nous allons vous présenter en fait les particularités juridiques des SCAEC. Et donc, on va commencer par le fait que la SCAEC, c'est avant tout une société coopérative agricole. Donc, avant de vous présenter l'objet spécifique des SCAEC, on va revenir à l'objet général des coopératives agricoles qui est prévu par le Code rural et de la pêche maritime, et notamment par l'article L521-1.
Et cet objet, en fait, est étroitement lié à l'activité des exploitations qui sont membres de la coopérative. Et cet objet se définit comme l'utilisation en commun par des agriculteurs, donc qui deviennent associés coopérateurs, de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Donc, à la lecture de cette définition, on voit que la coopérative agricole est avant tout au service de ses membres, et c'est la raison pour laquelle souvent on présente la coopérative agricole comme le prolongement de l'exploitation de ses membres. Alors, ces coopératives agricoles, elles présentent également une particularité par rapport aux autres types de coopératives, dans la mesure où elles disposent d'un statut juridique particulier qui est dit sui generis et qui a pour conséquence que la coopérative agricole qui se crée n'adopte ni un statut de société civile, ni un statut de société commerciale. Donc, ces coopératives agricoles, elles sont régies par un ensemble de dispositions spécifiques qui sont codifiées dans le Code rural. Et si on reprend l'article L521-1 du Code rural de la pêche maritime qui définit l'objet des coopératives, il précise par ailleurs que ces coopératives forment une catégorie spéciale de sociétés qui sont distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Autre caractéristique des coopératives agricoles, c'est qu'elles doivent obligatoirement adopter des modèles de statut qui sont homologués par arrêté ministériel. Et en fait, ces différents modèles de statut en fait, reprennent les différents objets qui sont prévus à l'article R521-1 du Code rural, qui vient donc préciser le L521-1 que j'ai évoqué précédemment. Alors, ces différents modèles de statut reprennent notamment 3 objets principaux qui sont la collecte-vente, donc qui consiste à collecter, pour la coopérative, à collecter la production des associés coopérateurs en vue de leur commercialisation, une activité d'approvisionnement des exploitations qui sont adhérentes, et puis également une activité de service qui va permettre à la coopérative de procurer un ensemble de services qui sont nécessaires aux exploitations agricoles qui sont adhérentes, tels que par exemple la mise à disposition de matériel, d'équipements, de personnel spécialisé. Donc là, on a les 3 objets principaux. Cet article R521-1, par ailleurs, prévoit que la coopérative peut faire pour le compte de ses adhérents toutes les opérations ou travaux qui entrent dans le cadre de la profession agricole et que ces différentes opérations peuvent également être faites au bénéfice des exploitations que la coopérative aurait louées ou qui lui appartiendrait en propre. Et cet objet particulier, qui est visé par l'article R521-1 du Code rural, a été repris en fait dans le modèle de statut type 2, qui est le modèle actuel de la SCAEC. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, et si notamment on se resitue après la Libération, qui est à l'origine, en fait, enfin les années ultérieures sont à l'origine en fait de la création des SCAEC, on a pu constater qu'il y avait une volonté politique importante du ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était M. Tanguy Prigent, d'encourager le développement des formes de coopération à la production. Et donc, il y a eu un projet de réforme en 1944 qui visait justement à encourager les coopératives qui étaient des coopératives dites de culture en commun et qui consistait en fait à encourager des fusions volontaires d'exploitation familiale en vue d'une gestion collective de ces exploitations. Et c'est le projet, en fait, le projet politique qui a donné lieu à cette ordonnance du 12 octobre 1945 et qui a porté statut de la portait statut de la coopération et qui a donc instauré ces coopératives dites de culture en commun. Cette forme particulière de coopérative agricole a été reprise dans l'arrêté du 31 janvier 1947, qui est donc un arrêté d'homologation des statuts, et qui a créé donc ce type 2. Alors en fait, à l'époque, ce type 2 a eu peu de succès
On a répertorié, bien qu'il y ait des modèles de statut type, peu de succès. On a répertorié entre 48 et 1950 uniquement la trace de 3 créations de coopératives de culture en commun. Et en conséquence, dans les arrêtés ultérieurs d'homologation des statuts, et notamment dans celui de 1962 et dans celui de 1974, on a abandonné en fait cette forme de statut, ce modèle de statut de culture en commun. Et il faut en fait attendre la préparation d'un arrêté de 1981 pour qu'on reparle d'un statut en fait de coopérative d'exploitation en commun, et notamment à partir d'un constat d'une imbrication des liens de plus en plus importante, une imbrication de plus en plus importante des liens entre la coopérative et ses adhérents, et qui pouvait aller jusqu'à l'exploitation en commun, et notamment dans le secteur de l'élevage, avec donc un souhait de transfert des animaux, de la propriété des animaux à la coopérative. Donc, cette évolution des choses a fait que ça nécessitait la création d'une nouvelle forme de coopérative agricole de production. Et donc, il y a un type 2 qui a été réintroduit dans cet arrêté d'homologation de 1981 et qui est le statut actuel des SCAEC. Alors, quel est l'objet particulier de la SCAEC? Donc, cet objet, il est prévu dans l'article 3 des modèles de statut, donc de type 2. Donc, cet article 3, il définit en fait l'objet comme la mise en valeur des exploitations des associés coopérateurs ou de celles qui, donc des exploitations qui auraient été louées à la coopérative ou qui lui appartiendront en propre, sachant que la coopérative peut effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation et la vente des produits provenant exclusivement de ces exploitations. Donc, on déduit de cette définition que la SCAEC va pouvoir louer des terres, donc soit louer des terres à ses associés coopérateurs, soit à des tiers, qu'elle peut également acquérir en propre certaines exploitations, et qu'elle va pouvoir disposer soit de l'ensemble des moyens de production, donc matériel, bâtiments, installations, outils de transformation, et assurer la commercialisation de ces différents produits, mais elle peut également choisir de porter certaines activités par l'intermédiaire d'autres structures telles que des filiales ou des GIE, dont l'activité va être complémentaire ou va se situer en fait dans le prolongement de l'activité de la coopérative. Il peut s'agir par exemple de structures, de filiales qui vont être chargées de la commercialisation des produits, et on verra notamment ce schéma lorsque Vincent va témoigner pour le GVR. Donc ça, c'est effectivement l'objet de la SCAEC. Ensuite, autre question, qui va pouvoir adhérer à la SCAEC? Donc, les associés coopérateurs doivent être des personnes physiques ou morales ayant une activité agricole, avec une particularité, cependant, pour le statut des SCAEC, c'est que des salariés vont pouvoir être admis en qualité d'associés coopérateurs. Donc, on va retrouver au sein de la SCAEC des personnes qui vont avoir un statut d'associés coopérateurs, qu'ils soient salariés ou non salariés, et également des personnes qui seront salariées sans être associés coopérateurs, sachant que ce qu'on a pu constater dans un certain nombre de coopératives, de coopératives autour de la production, c'est que certaines prévoient qu'à l'issue d'une certaine durée, les salariés puissent accéder au statut d'associé coopérateur. Et puis, pour terminer, par rapport au nombre, donc pour créer une SCAEC, il faut être le nombre minimum d'associés de 7, comme pour l'ensemble des coopératives agricoles, avec une particularité pour les SCAEC qui se consacrerait à la production d'animal, enfin à la production en commun dans le secteur animal. Ce nombre a été ramené à 4, donc un minimum de 4, comme c'est le cas par exemple pour les cumin.
Et je vais donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Jamila. Bonjour à toutes et à tous. Muriel, vous ayons présenté un peu le cadre général des coopératives agricoles et un peu un retour en arrière sur l'historique de la création des SCAEC. Je vais maintenant vous présenter ce qui implique ce statut pour les membres de la SCAEC. Avec le principe, un des principes fondateurs du droit coopératif, c'est le principe de la double qualité des associés coopérateurs. Ainsi, l'ensemble des membres de la SCAEC, ils doivent nécessairement avoir la double qualité d'associés et de coopérateurs. Les deux qualités, ils sont indissociables. Au sein de la SCAEC, nul ne peut être coopérateur s'il n'est pas travailleur dans la coopérative, pas plus qu'il ne peut être coopérateur sans être associé. Le statut d'associé étant intimement lié au statut de coopérateur. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'implique ce statut d'associé au sein de la SCAEC? Ce statut implique pour l'ensemble des membres de la SCAEC de souscrire du capital social dans la coopérative. Donc, et ce capital social, il sera fonction des travaux que les associés coopérateurs s'engagent à effectuer pour la coopérative. Par exemple, ces critères, ils peuvent être définis sur la base d'un nombre d'hectares ou sur la base du nombre d'heures de travail que les associés vont effectuer sur les exploitations appartenant à la SCAEC. Et les critères de souscription du capital social, ils sont définis dans les statuts de la SCAEC. Ça, c'est au même titre que ce qui est prévu pour les autres formes coopératives. Alors, à quoi donne droit ce statut d'associé? Ce statut d'associé, il va permettre à l'ensemble des associés membres de la SCAEC de pouvoir accéder à l'ensemble des moyens de production, donc y compris de travailler sur l'exploitation appartenant à la coopérative, soit en tant que simple coopérateur, soit en tant que coopérateur salarié, puisque Muriel vous a bien précisé qu'on peut avoir les deux le statut, soit coopérateur, soit salarié associé coopérateur. Par ailleurs, ce statut donne droit aux associés de participer à la vie démocratique de la coopérative, ce que va se traduire par le droit de vote dans les différentes instances de gouvernance, qu'on verra plus loin dans le conseil d'administration, assemblée générale, le droit de prendre part à la gouvernance, donc à la gestion de la société coopérative, donc de la SCAEC, et aussi droit à l'information sur le fonctionnement et sur l'activité de la coopérative notamment. Ensuite, s'agissant du statut de coopérateur, ce statut, il implique pour les membres de la SCAEC de souscrire un engagement d'activité et cet engagement d'activité, il se décline en engagement à participer aux activités de la coopérative, donc aux travaux, à fournir un peu de la main-d'œuvre au sein de l'exploitation. Et l'engagement d'activité, je tiens à préciser que l'engagement d'activité est vraiment une spécificité du droit des coopératives agricoles. Cet engagement, on ne le retrouve pas forcément dans les autres formes coopératives. Donc, l'associé coopérateur membre de la SCAEC, il va s'engager pour une durée qui est aussi définie dans les statuts de la coopérative. Et cette durée d'engagement, elle se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans maximum. Alors, précisons que la durée d'engagement statutaire et à ne pas confondre avec le temps que l'associé coopérateur va consacrer aux travaux sur l'exploitation dont la propriété est partagée collectivement. Et les statuts de la SCAEC vont aussi définir la portée de l'engagement, le niveau d'engagement, le niveau d'implication des associés au sein de la SCAEC. Cet engagement, elle peut être soit total, soit partiel. C'est les membres fondateurs qui définissent ce niveau d'engagement qui sera précisé dans les statuts. Et cet engagement, il peut être identique pour tous les associés coopérateurs, ou il peut être différent selon que l'associé cumule ou non le statut de coopérateur et de salarié au sein de la coopérative.
Donc ça, c'est le cadre qui est fixé dans les statuts. En revanche, tout ce qui concerne les modalités de réalisation des travaux, de partage des tâches et des responsabilités entre les associés coopérateurs, ces éléments-là, ils sont à définir dans le règlement intérieur. Et c'est le conseil d'administration qui a les charges de rédiger le règlement intérieur, puisque certains d'entre vous le savent certainement, parce qu'il y a pas mal de juristes autour du micro. Tout n'est pas défini dans les statuts. Tout le fonctionnement pratique et tout le fonctionnement quotidien d'une société coopérative est défini dans le règlement intérieur. Venons-en maintenant à la question de la gouvernance, puisque je crois que c'est une question que quelqu'un a posé la question d'ailleurs dans le chat. Alors, sur la gouvernance de la SCAEC, il n'y a pas vraiment de spécificité par rapport aux règles de fonctionnement d'une coopérative classique, soit une coopérative de collecte-vente, d'approvisionnement ou de services. Donc, on va avoir un fonctionnement avec une assemblée générale qui réunit l'ensemble des associés coopérateurs et qui va prendre un certain nombre de décisions, que ce soit la validation des comptes, qui va donner le quitus, qui va décider de l'affectation du résultat. Ensuite, on va avoir le conseil d'administration qui est une émanation de l'Assemblée générale. Et le conseil d'administration, il va être chargé collégialement de l'élaboration de la stratégie à moyen ou long terme et aussi de la gestion au quotidien de la SCAEC. Et le conseil d'administration, il doit être au minimum composé de 3 membres et ensuite, s'agissant de la durée du mandat et le renouvellement, c'est encadré par les statuts de la SCAEC. Alors, une spécificité qui est importante à rappeler, au sein de la SCAEC, un associé coopérateur, il peut cumuler le statut de salarié et d'administrateur mandataire social, puisque les mandataires sociaux, ce sont les membres du conseil d'administration. C'est eux qui engagent la responsabilité de la SCAEC. Alors, et pour terminer, un dernier point et non des moindres, comment on assure la rémunération des associés coopérateurs membres de la SCAEC en cas de résultat excédentaire. Alors, selon la stratégie définie par le conseil d'administration et qui sera ensuite validée par l'Assemblée générale, on va proposer une rémunération du capital social détenu par les associés coopérateurs, sachant que cette rémunération, elle est encadrée par les textes, notamment par la loi de 47 avec un plafonnement. Ensuite, le conseil peut proposer une rémunération de l'activité réalisée par les associés membres de la SCAEC, en rappelant que la ristourne coopérative, elle sera fonction de l'activité faite par les associés avec la SCAEC et non en fonction du capital. Donc, à ne pas confondre la ristourne coopérative avec un dividende qui est fonction du capital détenu par les associés. Et enfin, le conseil peut aussi être dans une stratégie de dire, pour consolider les fonds propres, on va soit mettre 100% du résultat en réserve, soit une partie pour pouvoir financer les projets futurs. Et la question de la partageabilité de la réserve, bon, je ne vais pas trop m'attarder puisque ça a été pas mal développé par Romain. Simplement rappeler qu'un associé membre de la SCAEC, quand s'il décide de quitter la coopérative, la SCAEC pour une raison ou une autre, son capital, il va récupérer le même montant qu'il avait souscrit à l'entrée. S'il avait souscrit pour 1 000 € de capital à l'entrée, à la sortie, il va repartir avec ses 1 000 €. Et en cas de dissolution de la SCAEC, les associés ne peuvent pas se partager les montants qui ont été mis en réserve. Il y a une obligation de dévolution de l'excédent de l'actif net à une autre coopérative ou une autre coopérative ou à une œuvre d'intérêt général agricole. Donc, j'en ai terminé, voilà, brosser rapidement les spécificités du statut des coopératives d'exploitation en commun. Merci beaucoup, Jamila. Alors, effectivement, on a pas mal de questions qui ont été posées
qui ont été posées dans la conversation. N'hésitez pas à continuer à le faire. Alors, une partie de ces questions va quelque part aussi être traitée, puisqu'on voit on nous demande des exemples, etc., va être traitée dans la troisième partie. Donc, il est 15h28, hein, donc je propose qu'on passe environ 5 minutes peut-être pour répondre à ces questions-là. Et ensuite, on poursuivra. Est-ce que Vincent et Romain, ça vous convient? Oui, très bien. Très bien. Alors, Oui, ok. on nous demandait en SCAEC, donc voilà, on y a un peu répondu. Les associés sont-ils tous salariés de la SCAEC ou les agriculteurs indépendants cotisants solidaires peuvent-ils créer une SCAEC sans être salariés? Et la réponse, c'est que les deux solutions sont donc possibles, avec évidemment des questions organisationnelles et des formes organisationnelles différentes, puisque voilà, c'est ce double statut d'associé et de salarié n'emporte pas les mêmes conséquences que le statut d'associé coopérateur sans contrat salarié. Alors, on nous demandait aussi pourquoi est-ce que ce statut a eu si peu de succès. Notamment, on nous posait cette question-là sur l'histoire du statut et le fait que peu de SCAEC aient été quelque part répertoriés en fait dans l'histoire de la coopération. Je ne sais pas si l'un de vous en particulier souhaite répondre. Moi j'ai plusieurs pistes en tête. Peut-être Romain, tu veux évoquer ce point-là? J'ai pas de réponse. Oui, moi, je pense que par rapport à l'ordonnance de 47, de 45, je pense que le passage à une gestion collective n'était pas évidente de la part des agriculteurs, qui étaient quand même, je pense, qui sont très attachés à l'exploitation individuelle. Et puis, ça correspond également à la période ensuite, dans les années 60, où a été créée la forme GAEC, et où donc se sont développés les GAEC, et qui, du coup, effectivement, ont eu beaucoup plus de succès que la forme de SCAEC. Alors, je vois que Eric Mastorcio de GAEC et Société souhaite prendre la parole. Oui, Eric, je pense, pourra compléter. Je ne vais pas hésiter. Alors, est-ce que ton micro peut être désactivé, Eric? Oui. Ça y est, il est activé. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Oui, sur le fait qu'on ait fait peu de sociétés coopératives type SCAEC dans ces années-là. Et d'ailleurs, ça explique aussi comment dire, l'UJVR, c'est ça, R. C'est aussi qu'il n'y avait tout simplement pas de transparence et qu'en activité, dans certains schémas d'activité, ça posait déjà problème. Et à titre d'exemple, on a dans nos troupes un GAEC qui s'appelle la COPEX, qui est en fait une ancienne coopérative de production qui s'est transformée en GAEC. Alors Muriel, hein, tu bondis pas tout de suite, transformation pas vraiment, ça s'est passé différemment. Mais quand le GAEC a été possible, ils sont passés en GAEC justement, mais ils ont mis un certain temps pour y arriver. Et ils avaient la chance d'avoir comment dire, de pouvoir le faire sans que la question des réserves ne leur pose de difficultés, en l'occurrence. Ah, Eric, est-ce que tu peux aussi, parce que tout le monde ne sera pas familier avec la notion de transparence. Alors, transparence, c'est l'ancien article 13, hein, c'est où? C'est maintenant, c'est au L 323-13. Pour des non-juristes, Eric. C'est donc un principe juridique posé par le Code rural qui veut que tous les membres d'un GAEC soient assimilés à des chefs d'exploitation pour tout ce qui concerne leur statut professionnel
et notamment juridique, fiscal, social et économique, puisque ça c'est repris dans la réglementation européenne depuis 2013, ce qui n'a pas Merci. toujours été le cas. Voilà. Et Donc, du coup, un associé de GAEC, il est traité comme un exploitant individuel. Il peut être au micro-BA, par exemple, mais aussi il a les aides du premier pilier. Enfin, le GAEC a les aides du premier pilier en tenant compte du nombre d'associés, bon, avec un schéma un peu particulier. Les ICHN, pareil, en tenant compte du nombre d'associés, mais là encore avec un schéma particulier. Puisque c'est la proportion du capital détenu, c'est le principe de reconnaissance de chaque associé de GAEC comme un exploitant individuel. Très bien. Et du coup, teasing pour la question de Céline sur cette non-transparence, si elle est toujours d'actualité, puisqu'on va en discuter tout à l'heure avec l'intervention de Vincent. Effectivement, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer en SCAEC. Et alors, voilà, en fait, il y a pas mal de questions qui vont probablement trouver des réponses et des échos dans l'intervention de Vincent. Donc, je propose de passer à l'intervention de Vincent dès maintenant. Désolé pour les personnes à qui on n'a pas encore pu répondre, mais ce sera au fil de l'eau. Et pour ceux auxquels on ne pourrait pas répondre, pour ceux et celles auxquels on ne pourrait pas répondre d'ici la fin du webinaire, de toute façon, on pourra aussi éventuellement répondre par écrit, envoyer des réponses écrites à l'ensemble des participants au webinaire. Si l'on a une réponse, bien entendu. Je vous laisse la parole, Vincent. C'est bon, on y va. Du coup, Vincent, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner de l'expérience de l'UJVR. Est-ce que tu peux dire un peu plus qui tu es et qui tu es en lien avec l'UJVR? Pendant ce temps, je mets une diapo où on te voit en photo parmi tous les membres de l'UJVR. Donc, j'ai 59 ans, donc je suis président de l'UJVR depuis 2 ans. Je ne suis pas issu du milieu agricole puisque mon père et ma mère n'étaient pas agriculteurs. Je suis tout de même issu du village de Vercheny d'où vient l'UJVR. Voilà, pour rapidement. Tu es arrivé quand à l'UJVR? Je suis à l'UJVR depuis 1985. Donc, comme la plupart, la totalité des associés aujourd'hui, je suis rentré à l'UJVR en tant que salarié. Et je suis devenu coopérateur, associé coopérateur au fil du temps. Voilà, en gros, pour me présenter moi personnellement. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Mais voilà pour tout le monde. Et donc, tu es originaire de la vallée? Je suis originaire du village de Vercheny, ouais. Mais en même temps, et on y reviendra après, et c'est intéressant par rapport à l'histoire de l'UJVR, d'une maman qui elle-même était de la vallée et d'un papa qui est venu de l'extérieur du Diois. Et j'en parle maintenant parce que ça comptera derrière quand on racontera l'histoire de l'UJVR. Est-ce que, alors, on sait que l'UJVR produit de la clairette, et de l'excellente clairette même, vendue sur place là, à Vercheny. Est-ce que tu peux nous présenter l'UJVR aujourd'hui et peut-être même encore avant son territoire? Alors, je passe en même temps une carte en diapo pour qu'on arrive à situer Vercheny dans le Diois. Alors, où se situe l'UJVR? On est dans le sud-est de la France, dans la Drôme, la haute vallée de la Drôme. Donc là, vous voyez sur la carte, après Die, c'est le début du Vercors. Donc, c'est un vignoble, un très vieux vignoble qui a la particularité d'être en altitude, puisqu'on est en moyenne à plus de 500 mètres d'altitude. Donc, dans cette région-là, entre Oust et Die, que vous voyez sur la carte, il y a l'appellation Clairette de Die, qui est produite en grande partie par une coopérative que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Giants, qui représente à peu près 70% de la production. Ensuite, il y a 2 intervenants assez importants qui sont les Grands Chais de France qui ont racheté un GAEC il y a une quinzaine d'années. Donc, il se produit donc à peu près 10 millions de bouteilles, 7 millions donc par Giants, 1 million par les Grands Chais de France.
Et nous, entre notre production propre et notre activité de négoce, éleveur négociant, on fait un petit million de bouteilles aussi. Et les granchers, plutôt un gros million. Et après, il y a une vingtaine de producteurs indépendants à côté, qui représentent des petits volumes. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes à travailler à l'UJVR, un petit peu quelle gamme de vins que vous produisez, les circuits de commercialisation que vous avez, et puis surtout les activités, sachant qu'en fond d'écran, je passe une photo satellite où on voit le siège et le caveau en haut de l'image, et puis ici, pour se rendre compte un peu des dimensions, les bâtiments agricoles et la cave de l'UJVR. Donc combien êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez la photo donc, de la plaine. Hein. Les vignes sont au-dessus. Là, en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle la grande route, la route de la vallée de la Drôme. Donc, à l'UJVR, on travaille 80 hectares de vignes aujourd'hui. Donc, ce qui nous fait une production propre à peu près de 600 000 bouteilles. On est 17 à travailler, 17 salariés, dont 7 associés. Voilà, on fait un chiffre d'affaires à peu près si on prend toutes nos entités, aux alentours de 4 millions d'euros. Voilà. Et puis, c'est aussi important de le souligner, de mon point de vue, en tout cas, pour bien comprendre le JVR, on est sur un outil conséquent lié aux activités qui vont, tu m'arrêtes quand je raconte des bêtises, de la vigne au verre. Et du coup, on revoit sur la photo, on n'est pas que sur une production agricole, il y a aussi de la transformation. Et on est sur un total de bilan de 5,5 millions d'euros. Voilà. Donc voilà, donc on fait essentiellement de la clairette de Die et du crément de Die. Donc c'est des productions qui demandent beaucoup de travail de cave, de vinification. Hein. Pour vous donner une idée, donc nous, on va faire à peu près 4 à 5 000 hectos de vin. Dans la vallée du Rhône, une coopérative qui fait 20 000 hectos me disait, nous, on est 3 à travailler à l'année. Nous, pour faire 4 000 hectos, on est 4,5 à la cave. Quoi. Voilà. Donc, on travaille à la cave et dans les vignes. Là, les bâtiments que vous voyez là, ça représente à peu près 3 000 mètres carrés couverts. Il faut savoir que c'est des bâtiments on a commencé à construire ici en 92 et le dernier bâtiment qui est à gauche là, on l'a fait en 2015, 2018 peut-être même. Ok. Voilà pour la structure. Merci. Alors, on sait que l'UJVR, c'est une exploitation collective, mais pas seulement, qu'elle est aussi coopérative, et ce depuis sa création. Donc, sur les 17 travailleurs salariés, tu nous as dit qu'il y en avait 7 qui étaient associés. Est-ce que c'est important pour vous d'être en coopérative? Quel sens ça a d'être en coopérative? Oui, je pense que les gens, déjà par notre nom, Union des jeunes viticulteurs, les gens ils nous voient jeunes, mais ça passe. Mais c'est quand même important, c'est que ça veut dire qu'on permet aujourd'hui à des jeunes de s'installer. Donc moi, je suis l'un des deux plus âgés des 7 associés, mais on en a qui sont beaucoup plus jeunes, on en a qui frappent à la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vous installer pour produire de la clairette de Die aujourd'hui, même si vous pouvez louer des vignes, au niveau de la vinification, ça sera un investissement colossal que probablement personne peut produire, quoi, hein, peut avoir, il me semble. Donc nous, l'important dans la coopération, c'est de permettre à des jeunes de s'installer, mais ce n'est pas juste gratuit comme ça parce qu'on a un grand cœur. C'est plutôt de dire, nous, on travaille, on vit de notre travail, à la différence des agriculteurs qui sont autour de moi. On ne passe pas notre vie à capitaliser en se disant, comme ça, on aura quelque chose à la retraite. On essaye donc on est salarié, donc on aura en principe une retraite décente. Hein. Il y en a déjà de nos
anciens associés qui sont à la retraite, qui ont une retraite décente, mais ils n'ont pas, par contre, ils n'ont pas passé leur vie à capitaliser, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même important au niveau financier, c'est un préalable. Et après, il y a aussi un côté un petit peu militant, hein, de dire oui, on exploite en commun, on décide en commun, on fait en commun. Et aujourd'hui, où la classe de vie, où le vin en général traverse une période un petit peu difficile, on s'aperçoit quand même que ça nous donne une force de résilience à travers le temps et aujourd'hui particulièrement par rapport à nos voisins, quoi. Et du coup, tu me diras si les chiffres sont les bons, hein, mais pour bien se rendre compte, sur 5,5 millions de bilan, en termes de capitaux propres, on a 150 000 € de capital social, donc qui ont été amenés par les différents associés, et 3,4 millions de réserves impartageables qui ont été donc amenées par les générations de coopérateurs qui vous ont précédé. Enfin, et toi y compris d'ailleurs, finalement. Ouais, ça fait un moment que je traîne là. Mais oui, c'est ça. Ouais. 155 000 exactement, hein, puisque chaque associé a à peu près 22 000 € de capital, de part sociale qu'il achète en rentrant. Et c'est un de nos principes quand on a eu, parce que ce qui est tentant quand on fait les résultats, c'est de se dire, on va quand même garder la trésorerie, mais on augmente le capital, par exemple. Donc, on ne paye pas, mais on augmente le capital. Sauf qu'après, pour que des jeunes puissent s'installer, ça devient délicat et c'est la pérennité de notre système vient de là aussi, quoi. Hein. Et c'est au cœur de votre projet dès le départ, d'où le fait que vous le fassiez vivre de cette façon-là. Ouais. Et du coup, vous êtes tous salariés, associés compris. Alors, on comprend que c'est important par rapport à cet objectif de transmettre, parce que à un moment, il faut aussi pouvoir vivre après sa période d'activité, quand on rentre en retraite. Et le fait d'être salarié va permettre justement de pouvoir vivre indépendamment du fait de revendre les parts sociales pour financer sa retraite. Mais du coup, donc vous êtes des agriculteurs salariés, vous êtes des paysans salariés. Tu te sens plus salarié ou tu te sens plus paysan? Bon, je pense que l'ensemble des associés, même pas mal de salariés, se sentent paysans, hein, se sentent agriculteurs, puisque on tremble comme les autres quand on gèle, quand on grêle, quand il fait sec, quand il fait trop chaud. Ça, c'est un côté bien paysan, et notre entreprise en dépend. Donc, on est vraiment des agriculteurs. On n'est pas. En plus, on tient. Vous voyez, là, je vous parle, mais je pourrais être dans les vignes en train de tailler. Le principe de la division du travail chez nous, c'est que chaque associé a une responsabilité, qu'elle soit administrative, commerciale, dans les vignes, dans la cave, mais que chacun fait un petit peu tout, quoi. Vous êtes agriculteur dans le sens du rapport entrepreneurial à votre outil, mais pas dans le sens de capitaliser pour. Voilà, la grosse différence avec les agriculteurs classiques et même avec la plupart des GAEC, c'est qu'on ne capitalise pas, quoi. On vit de notre travail. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de pourquoi les SCAEC ne s'étaient pas développés, quel est le problème des SCAEC. Ouais. On peut en venir là, c'est que d'abord, elles sont méconnues, mais aussi le problème, c'est que quand vous avez le statut de salarié, ça coûte à l'entreprise, hein, je veux dire, parce qu'on finance, par rapport à mes voisins agriculteurs classiques, quand on voit ce qu'on laisse pour la retraite, en charge sociale, ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Alors, le résultat, c'est quand même une protection sociale et une retraite. Oui. Mais du coup, c'est quand même une différence, quoi, et un inconvénient. Enfin, une particularité, on va dire.
Et du coup, c'est ce que je comprends, c'est que le sens que tu mets derrière la qualité le statut de salarié, pour les associés en tout cas, c'est celui de participer à la mutualisation contre les risques de la vie et notamment celui de la retraite et donc de pouvoir se financer la retraite. Ce n'est pas la question de la subordination, c'est de la mutualisation qui effectivement, comme tu le dis, a un coût. C'est un moment, à l'heure de travail, il faut en financer plus pour pouvoir financer la retraite à l'issue de l'activité. Voilà, de toute façon, le statut salarié, quand même, un statut qui est quand même bien plus protecteur. On a eu, à travers notre histoire, des associés qui ont eu des accidents de la vie. Ça permet que l'exploitation elle continue à tourner, que lui continue à toucher son salaire. Et voilà, ce qui, pour les agriculteurs classiques, est souvent le fruit de la solidarité des voisins. Sinon c'est un peu la panique, quoi. Et là, c'est la solidarité entre tous ceux qui cotisent à ce régime général. Et du coup, pour comprendre un peu le choix de ce statut, on peut revenir à la création de l'UJVR en 62. Il y a deux éléments importants à comprendre, hein. D'abord, le statut de GAEC n'existait pas, hein, c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure, et notamment Muriel et Eric. Mais c'est aussi le fait que l'UJVR, elle est née dans un contexte particulier à la croisée d'un acte de résistance à Vercheny et d'un programme, celui du Conseil national de la résistance, les Jours heureux, qui est venu inspirer, au moins pour partie, la création de l'UJVR. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le contexte dans lequel est née l'UJVR, pourquoi elle est créée, entre qui? L'UJVR a été créé en 1962. C'est d'être rapide. Vercheny, c'est au pied du Vercors. C'est un village qui a été considéré comme un village martyr, puisque en 1944, les résistants ont fait dérailler un train d'Allemands sur notre commune. Et du coup, il y a eu 19 morts allemands. Et en représailles, les Allemands ont pris 57 otages. Sur ces 57 otages, seuls 7 sont revenus, donc ils sont partis en camp de concentration. Et donc, le résultat de cela, c'est qu'au sortir de la guerre, c'est les grands-pères qui tenaient les exploitations. Et arrivé dans les années 60, ça a sauté une génération. Il y a une génération qui a été rayée du village. À ce moment-là, la clairette de Die n'allait pas très fort. Il y avait une exploitation qui commençait à racheter un peu tous les autres. Et de façon concomitante, donc à Vercheny, il y avait une association qui accueillait des enfants, qui s'appelle les Amis des enfants de Paris, qui avait été fait au sortir de la guerre. Et cette association, le responsable de cette association a dit aux jeunes de l'époque, puisqu'ils avaient tous à peu près 20 ans, il a dit, mais vous allez tous vous faire bouffer. Nous, on a envie de monter une exploitation agricole. On se groupe avec vous, on met tous nos moyens en commun. Même si ça ne dure pas, au moins, on aura restructuré nos exploitations. Donc, à la recherche d'un statut, ils ont trouvé le statut de SCAEC. Et c'est à ce moment-là que ça s'est créé. Et que donc, ça a démarré en 62, sachant que donc, la loi sur les GAEC, c'est doit être, si je me rappelle bien, 1963, Edgar Pisani, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les GAEC n'existaient pas. Donc c'est vrai que ça ressemble. On dit que le statut des SCAEC a fortement influé le statut des GAEC, sauf que là, nous, on est en coopérative, donc avec ses avantages et ses lourdeurs. Et alors, du coup, au démarrage, on est bien sur des gens qui ont des moyens de production, des exploitations, et qui vont mettre en commun pour travailler ensemble avec cette personne venant un peu de l'extérieur, là, qui fait un métissage entre agriculteurs de la vallée et personnes de l'extérieur. Mais aujourd'hui, sauf si je me trompe… Vas-y, excuse-moi. Ah, vas-y, apporte les précisions si tu le souhaites. Non, ce que je trouve qui est intéressant dans l'évolution de l'UJVR par rapport aux interventions de Muriel et de Jemila tout à l'heure et de toi, c'est qu'on voit qu'il y a eu un petit peu toutes les évolutions.
c'est qu'à l'origine, donc l'Ugiver a été créé par des agriculteurs qui avaient des terres, qui ont mis en commun leurs terres, qui ont mis en commun même leurs moyens de production. Et, ensuite, il y a eu une personne morale donc, qui en faisait partie. Hein. Donc l'engagement à l'Ugiver, c'est un engagement de travail à l'année à plein temps. Donc chaque associé est à plein temps dans l'entreprise. Cette personne morale réalisait son plein temps. Donc, c'était l'Association des enfants de Paris pendant les vendanges, c'est-à-dire qu'ils réalisaient le travail d'un homme à plein temps pendant les vendanges pour remplir leurs obligations. Donc, maintenant, l'association ne fait plus partie mais on travaille toujours les terres. Et petit à petit, donc à l'origine, donc les agriculteurs, les associés louaient leurs vignes au prix normal, comme s'il ne les travaillait pas. Donc, quelqu'un qui avait 5 hectares touchait 5 hectares de location, plus son salaire pour son travail, et quelqu'un qui n'avait pas de vigne, parce que dès le début, il y a eu des associés qui n'avaient pas de vigne, ont touché juste leur salaire. À travers le temps, les générations, aujourd'hui, les 7 associés, je saute peut-être un peu des phases, mais aujourd'hui, les 7 associés, on n'a pas de terre à nous. Donc, la coopérative a des terres. Vas-y. Les 80 hectares que vous exploitez sont les 80 hectares de l'UJVR ou des terres que l'UJVR a en fermage. Mais tous ces moyens de production ne sont plus la propriété par ailleurs d'une partie des associés. Tout à fait, voilà, avec le temps, avec le transfert des générations, avec l'arrivée de nouveaux, et ben petit à petit, donc l'UJVR a acquis des terres. Donc pour vous donner une idée, sur ces 80 hectares, on doit en avoir 15 ou 16, et le reste c'est sur des fermages longue durée, sachant qu'en vigne, quand on plante une vigne, c'est pour longtemps, donc les fermages sont quand même relativement solides. Donc on exploite des terres, mais dont on n'a pas la propriété. Et du coup, tu me trouves si je me trompe, mais il me semble que cette évolution, elle a pu être brutale à certains moments, dans le sens où tu me parlais à un moment de révolution, notamment en 85, au moment d'un changement de génération entre ceux qui avaient amené leurs terres et qui étaient associés de l'UJVR et les enfants qui ne travaillaient pas encore, ou en tout cas pas en tant qu'associés, qui à un moment se sont dit qu'ils allaient continuer à faire de la viticulture, mais de façon indépendante de l'UJVR. Ouais, donc il y a eu plusieurs évolutions. Donc 62, création de l'UJVR, pas forcément pour durer, comme je vous disais. 1967, certains associés sortent puisque leur vignoble était restructuré. Ils sont allés voler de leurs propres ailes. Mais plutôt en allant livrer à la coopérative, à une coopérative classique. Et après, la deuxième grande évolution, donc c'est ce que tu disais, 1985, où il se trouve qu'on passe de salariés créateurs à leurs enfants, qui ne se retrouvent pas tous vraiment dans ce modèle et qui ont, à la différence de leurs parents, n'ont pas l'impression d'être chez eux à la coopérative. Donc, c'est à ce moment-là que les 3 derniers associés qui avaient encore des terres sont sortis, quoi. Depuis, on a un peu un accord tacite où les associés n'achètent pas de terres. C'est-à-dire qu'on achète des terres, c'est la structure qui l'achète et on ne souhaite pas, mais ce n'est pas écrit, mais on ne souhaite pas que, même s'il y a des opportunités, qu'un associé achète des terres et les mette à disposition ou les loue à la coopérative. Pourquoi c'est important alors pour toi? Pas pour vous, du coup, pour l'équilibre, je pense pour l'équilibre de la coopérative, je pense que c'est important. Tu disais pour pas créer de hiérarchie, je crois que tu m'avais dit ça. Voilà, pour pas créer de hiérarchie. Que vous soyez tous sur le même dépendance. Et là, on est tous, on est salariés, on a le même capital chacun, on touche le même salaire. Et je trouve que moi, je suis président parce que je suis élu. Nous, on renouvelle tous les ans, mais légalement, je ne suis pas sûr qu'on soit exactement à l'égalité, mais en tout cas, on le fait. Le jour où il y aura un problème, on se penchera sur
sur nos statuts à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on renouvelle. Donc, le fonctionnement au niveau de la gouvernance, je ne sais pas si tu veux qu'on en touche deux mots maintenant. Et juste pour ça, en tout cas, ce qui veut dire, voilà, il y a un enjeu d'égalité au regard de l'outil de production entre les associés, ce qui suppose qu'il n'y en ait pas l'un ou l'autre qui détiennent par ailleurs une partie du moyen de production qui est mis en valeur par le JVR, quoi, ce qui correspond à une règle tacite aujourd'hui respectée et qui te semble important, d'après ce que je comprends, pour le fonctionnement. Avant d'aller sur la gouvernance, je voudrais revenir sur la question du niveau de capital social. Donc aujourd'hui, là, tu disais qu'il était de 22 000 euros. Comment vous justifiez ce montant de 22 000 euros? Pourquoi 22 000? Alors, ça dépend si on trouve qu'il est haut ou si on trouve qu'il est bas. Alors, je vais me positionner dans le sens, il est sacrément élevé, dis donc. Et ben, si on dit qu'il est haut, c'est-à-dire pour un jeune qui veut venir s'installer chez nous, qu'il faut qu'il sorte 22 000 euros, on peut se positionner comme ça. Donc, comment ça se passe chez nous? Comme moi, je suis rentré en 1985 à l'UJVR en tant que salarié pour 6 mois. J'y suis resté un peu plus longtemps et puis au bout d'un moment, les autres m'ont dit que tu devrais passer associé. Donc, ça veut dire qu'on gagne un petit peu de salaire. Mais donc, du coup sur cette, les 22 000 euros sont pris sur cette augmentation de salaire, le temps qu'il faut pour trouver 22 000 euros, donc entre 2 et 3 ans, quoi. Ok. Puisque, en gros, ouais. Après, c'est quand même faible Est-ce que ça. en rapport. Est-ce que s'il y a des. Ouais, c'est quand même faible, vas-y, excuse-moi. C'est quand même faible au regard du capital de l'entreprise, quoi. Oui, au final, on est sur 150 000 euros de capital. 155 000 euros de capital pour un total de bilan de 5 millions voilà, et des réserves de 3 millions 7 maintenant. Ouais. Est-ce que ça a empêché des gens de devenir associés, cette somme? Oh, je pense pas. J'en ai pas souvenir. Je le vois. Non. De toute façon, si ça posait des problèmes à quelqu'un, eh ben, on trouverait des solutions pour que ça n'en soit pas, quoi. Parce qu'on peut mettre, je sais pas, il faudrait qu'on se mette, qu'on voit avec les juristes, mais on peut mettre un peu plus longtemps peut-être pour les payer. Voilà. Et si c'était pas 22 000 mais 5 000 euros de capital social, ça poserait quel problème? Après, c'est un engagement aussi, hein. Moi, je pense que nous, on s'engage à l'origine, quand je me suis engagé, on s'engageait pour 18 ans. Maintenant, on s'engage pour 9 ans, et renouvelable par 3 ans. C'est un petit peu quand même, c'est un petit peu comme un mariage. Alors, on sait que dans un mariage, on peut divorcer, mais là, c'est un petit peu pareil. C'est un engagement fort. Et donc, 22 000 euros en même temps, ce n'est pas une somme énorme, hein, comme on discutait la dernière fois. Je disais, c'est le prix d'une voiture. Mais c'est quand même un engagement fort. Ça veut dire que ça ne se prend pas quand même à la légère, quoi. Que nous, quand tu deviens associé, tu t'engages à rester assez longtemps dans la coopérative, on va dire. Oui, dans ce que tu dis, j'entends ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport agriculteur à son exploitation. Entrepreneur, il y a un engagement vis-à-vis de l'outil et du coup, ça se traduit à la fois par un montant de capital social élevé. Mais là, ce que tu rajoutes, c'est que tu dis aussi qu'il y a un engagement dans la durée. Hein. Donc, chez vous, c'est 9 ans à l'origine, renouvelable tacitement, je crois, sur 3 ans. Voilà, je vois dans le chat qu'on demande. Ouais, donc ça, c'est statutaire. Ouais. OK. Et puis peut-être dernier point avant de passer aux questions. La relation avec les pouvoirs publics de l'UJVR, elle n'est pas mauvaise, mais il semble que le statut de SCAEC soit pas forcément bien compris et fasse l'objet d'un traitement différencié, voire discriminant. Alors, du point de vue des aides de la PAC notamment, est-ce que vous avez le droit aux aides, notamment ICHN ou notamment ICHN pour commencer? Donc nous, dans le monde viticole, pendant longtemps, on n'y a pas eu droit, donc ce n'était pas trop un problème à l'UJVR, cette non-transparence, je pense que ça pourrait dire. Mais aujourd'hui,
où c'est un petit peu difficile et où on bénéficie de l'ICHN, et ben, pour une raison qui m'échappe, aujourd'hui, on a le droit à 2 parts. Pourquoi? Je ne sais pas. Je présume que c'est quelqu'un dans un bureau un jour qui a coché cette case, mais je ne sais pas comment. Ce qui était intéressant aussi tout à l'heure, on parlait des SCAEC, de la méconnaissance des SCAEC. Il faut savoir quand même qu'on s'est aperçu lors d'une révision qu'entre 74 et 81, notre statut avait quasiment disparu, avait complètement disparu, les ministères. Donc voilà, donc c'est pour ça que sur cette histoire de transparence, on n'existe pas. Donc si on n'a pas quelqu'un pour je sais pas, pour faire reconnaître qu'on est cet exploitant, cet agriculteur, et ben voilà. Pour la DGA, ben voilà, c'est pareil, la DGA en viticulture, c'était pas grand-chose, mais aujourd'hui, ça pourrait être une solution ben, pour un jeune pour payer son capital social. Bon, ben voilà, pour l'instant, on n'y a pas droit. Et ce que tu dis et qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une forme de transparence, mais qui n'est pas complète au sens de celle dont bénéficient les GAEC, et qui est finalement décidée par le fonctionnaire en place en charge de la distribution des aides sur le territoire, qui va utiliser un pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire, de discernement, pour dire, bon, je ne peux pas leur donner la transparence parce que ce n'est pas un GAEC, mais en même temps, effectivement, ils sont plus qu'un agriculteur sur cette exploitation, et donc je vais jusqu'à 2. Voilà, c'est un petit peu. Moi, c'est pas quelque chose que je m'explique. Hein. Et je crois qu'Éric voulait intervenir. Alors, ce que je vous propose, très bien, on va basculer juste pour conclure, parce que je pense que ça va répondre à pas mal de questions sur la gouvernance, notre mode de gouvernance. Hein, donc, pardon, vas-y. Assemblée générale, conseil d'administration, bureau. Comme on est 7, en fait, on est quand même 4 membres du bureau, hein, président, un vice-président, un trésorier, mais en fait, les réunions, les 2 conseils d'administration sont les mêmes que l'Assemblée générale, on se réunit toujours à 7. Voilà. Et les décisions rapides sont prises comme dans une entreprise classique, c'est-à-dire par le président qui fait office de directeur, avec en général un associé, le responsable du secteur concerné. Voilà. Ok, donc il y a effectivement dans le travail et les responsabilités dans le travail des responsabilités différenciées entre les associés. Mais pour ce qui concerne le rôle de la conseil d'administration en termes de définition de la stratégie, des grands investissements, etc., vous êtes sur une logique où l'ensemble des 7 associés collégialement décident de ces aspects-là. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Pas trop l'habitude de ce genre d'intervention, je m'excuse. Il n'y a pas de souci, pour moi, ça m'a semblé très clair. Je suis sûr que néanmoins, il y a des questions mais qui sont liées à l'intérêt qu'on porte à cette expérience-là. Est-ce que, du coup, on peut passer aux questions? Oui. Et intervention. Je crois qu'il y avait Eric aussi qui voulait intervenir, peut-être pour apporter un complément. Alors, Eric, je te propose de commencer. Oui, et puis je ne vais pas vous embêter. Oui. Attends, moi je t'entends plus. On t'entend plus, Eric. Vas-y, vous m'entendez? Vas-y, là, c'est bon. Oui. Oui, donc Monsieur Viard, je vous remercie. Puis c'est toujours très bien et très intéressant. 2, 3 choses. D'une part, sur le fait que le statut de salarié puisse être vécu comme problématique, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, ça peut être aussi une raison de ne pas aller vers la SCAEC, sachant qu'on a des scopes. Alors, ce n'est pas des SCAEC, mais on s'approche un peu par certains points, qui font état du fait que ce qui les attire, c'est le statut de salarié. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Deuxième point, a priori, vous devez être reconnu en tant qu'agriculteur actif aujourd'hui. Et pour avoir un peu une idée du problème, cette reconnaissance, on ne l'a obtenue qu'au mois de mai. C'est-à-dire que quand on s'est vu, je ne sais plus, au mois de mars, la reconnaissance, elle était toujours pas acquise. Donc logiquement, là, vous devriez l'avoir puisque vous rentrez dans un des points du code rural. Il reste quand même que
la transparence n'est effectivement pas acquise pour le moment. Et je ne m'explique pas pourquoi vous avez 2 paris CHN, mais on ne va pas se plaindre. Hein. Mais je suis comme vous, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et pourquoi 2, je ne sais pas. Pourquoi alors que 2, je ne sais pas non plus. Ça, c'est vraiment une question. Et pour finir, il y a, au-delà de la transparence, mais vous l'avez évoqué, il y a un autre point qui va être compliqué, mais sur lequel il faut travailler, c'est la question de l'accès aux aides à l'installation, qui aujourd'hui est interdite aux agriculteurs sous statut de salarié. Et ça, c'est une vraie question. Donc, comme les membres de la SCAEC sont sous statut de salarié au plan social, effectivement, les textes ne permettent pas l'accès aux ZJA. Et c'est pareil aussi en scope d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là. Pour cette histoire de reconnaissance, ça m'intéresse que vous m'envoyiez un mail, l'histoire du mois de mai. Là. Ah bah oui, pas de souci. Ouais. Pas de souci, Merci beaucoup. je vais retrouver vos coordonnées, il n'y a aucun problème. Merci. Et on les transmettra. Charles, est-ce que tu peux nous récapituler les questions un peu qui ont été posées, qu'on essaye de… Il y en a eu un certain nombre. Il y en a eu un certain nombre, alors aussi, auxquels il a été apporté des réponses. On nous a demandé quel était le lien juridique ou de gouvernance entre la SCAEC et la coopérative et une coopérative agricole. Donc, comme on l'a dit, comme Muriel l'a précisé, et Jamila aussi, les SCAEC sont une forme de coopérative agricole. Et la gouvernance, elle est démocratique. Vincent nous a aussi un peu précisé, voilà, nous a donné un exemple de gouvernance. En général, donc, c'est une gouvernance démocratique comme dans toute coopérative, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, puis ensuite, il y a des modalités spécifiques, comme Vincent a pu les développer. On nous a demandé pourquoi… on nous a demandé si l'associé salarié de la SCAEC était reconnu comme chef d'exploitation par la MSA. Donc, la réponse a été donnée par Vincent tout à l'heure, il me semble. C'est oui, hein, c'est ça. J'ai pas bien compris. Est-ce que donc… oui, Romain, je sais, je crois que ce que nous dit Vincent, c'est qu'ils ne reconnaissent qu'une seule personne, en oui, l'occurrence à savoir le président du conseil d'administration. Voilà. Donc, ce qui est donc la limite qu'on a vis-à-vis de cette fameuse règle, vis-à-vis de cette fameuse transparence. Donc, il y avait une question sur le statut au regard de la MSA, les aides PAC, donc on vient de discuter tout à l'heure. Et on nous a demandé aussi de donner un exemple de critère de souscription du capital social pour un associé coopérateur. Donc, on en a discuté aussi, Vincent l'a précisé, alors je ne sais pas si on a donné le critère exact, mais donc c'est par rapport aux heures de travail passées. La durée du travail, oui. Et à la durée C'est du un travail. engagement de travail à plein temps. Oui. C'est ça. Oui. Voilà, et le mode d'acceptation, c'est de la cooptation. Hein. Très bien. On nous a demandé si la SCAEC pouvait avoir des salariés qui ne sont pas associés coopérateurs. Alors, ça apparaissait en creux de votre discours, mais il me semble que la réponse est oui, puisque vous avez parlé de… Ah ben oui, nous, on est 17 et il y en a 10 qui sont pas… qui sont soit jeunes et amenés à devenir un jour coopérateurs, soit par des parcours de vie différents, sont arrivés là en tant que salariés et ne seront pas forcément coopérateurs. Voilà. Il y avait une question de Yves qui était sur les différences de coûts d'installation en Viti comparé au montant des parts sociales de l'UJVR. Donc, peut-être que ça n'a pas été assez clair du coup tout à l'heure, mais en gros, il faut compter, tu me corriges Vincent, plusieurs centaines de milliers d'euros pour une installation en clairette, tandis que l'UJVR, c'est le montant des parts sociales, c'est-à-dire 20 000 euros. Donc, on est sur des rapports de 1 entre 1 à 10 et 1 à 20, ou voire 1 à 30, qui tient au fait que l'UJVR ne travaille pas au rabais, mais simplement, quelqu'un qui s'installe n'a pas besoin de racheter l'ensemble de l'exploitation UJVR, puisque les associés décident de la transmettre via les réserves impartageables. Tout à fait. Il y a une question aussi, je passe aussi celle de Yves, la deuxième, qui est… où c'est qu'on peut trouver de la clairette, puisqu'il disait que la présentation avait été extrêmement claire, mais qu'elle avait manqué, il avait juste manqué la dégustation. Ouais, c'est vrai qu'en webinaire, c'est pas top. Hein.
Donc, non, ben d'abord, après, on est une entreprise classique comme tout le monde. Hein, on essaye de faire des bons vins. Cette année, on a été inondé de médailles d'or à Paris, notamment au Vinali, au Concours national d'écrémement. Et ben, ujvr.fr, vous pouvez nous trouver. On n'est peut-être pas très bon pour communiquer, mais par contre, on a un site internet où on peut nous acheter. Sinon, on nous accueille avec plaisir à Vercheny. On est ouvert tous les jours, toute l'année. Ah, et le Diois vaut le détour. Est-ce que l'engagement de durée est statutaire? Donc la réponse est oui. Oui. Article 8 de mémoire. Et que se passe-t-il si un associé veut partir avant ses 9 ans? Je vois le choc des cultures aussi à travers le fait que dans d'autres coopératives, avec un statut de salarié, le départ, il se fait dans les durées de préavis d'un contrat de travail, donc de 1 à 3-4 mois. Là, tu parlais de 9 ans, reconductible tacitement en 3 ans, mais concrètement, comment ça se passe? Bon, moi, je ne vais pas répondre, je ne vais pas faire une réponse de juriste ou dire comment moi je le vois, parce qu'à travers les 60 ans de l'UJVR, c'est arrivé. Donc, en fait, vous ne pourrez jamais empêcher un associé de partir s'il a envie de partir. Mais voilà, après, nous, la seule façon qu'on a, c'est de ne pas rembourser les parts sociales tout de suite. Voilà, d'attendre la fin de l'engagement. Je ne sais pas si au niveau juridique, si c'est comme ça que ça se gère, mais voilà, en fait, on n'a pas des moyens énormes pour retenir un associé, quoi. Mais déjà, vous avez quelque chose qui est posé à l'entrée dans la SCAEC, c'est de dire, attention, en devenant associé, on s'engage dans la durée. Le lien qu'on va avoir, c'est un lien d'entrepreneuriat. C'est un engagement très moral, quoi. Plus c'est 22 000 euros, quoi. Qui ne sont pas 1 000 euros, justement, quoi. Effectivement, on peut échelonner le remboursement si le remboursement total pose un problème à la coopérative. Ça, c'est un principe qui s'applique à toutes les coopératives agricoles, avec un délai maximum de 5 ans. Voilà. Reste à savoir s'il y a la possibilité d'appliquer, comme les autres coopératives agricoles, des formes de pénalités pour non-respect de l'engagement. Mais ça, moi, je n'ai pas la réponse et il faut aller regarder du côté Moi non des plus, statuts. mais je ne pense pas que c'est un grand intérêt. Parce que si on est en conflit avec un des associés et qu'il souhaite s'en aller, ce ne sera pas un problème sur ces 22 000 euros et ça sera un problème beaucoup plus important. Ouais. Ce sera humain. Ouais. Et du coup, peut-être que c'est intéressant, ça me fait penser à cet engagement d'activité dans la durée, qui est aussi l'engagement d'activité dans la quantité, qui, à l'UJVR, se traduit notamment par le fait que vous êtes tous à plein temps, les associés. Ouais. Est-ce que c'est possible c'est important. Donc, un associé qui ne pourrait pas être à plein temps, qui ne voudrait pas être à plein temps, ne deviendrait pas associé? Selon les statuts, non. Selon les Pourquoi statuts, c'est important? C'est important de pas d'avoir que son engagement de travail complet dans l'entreprise, puisque le UJVR, c'est quand même un engagement un peu total. Je tempérerai un peu ça vis-à-vis de maintenant, il y a des gens qui veulent travailler qu'à 80%, ne serait-ce que pour des affaires, des problèmes familiaux, hein, des hommes ou des dames qui préfèrent, qui veulent se consacrer aussi à une partie à leur famille. Ce qui me gênerait plus, c'est quelqu'un qui soit à 80% et qui travaille 20% de son temps ailleurs, quoi. Oui. Voilà. Ah oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre cet engagement. Voilà, sur son temps de travail, pour on le vous dédie avouer, complètement à l'UJVR. Voilà, personnellement, j'ai souhaité à un moment travailler en même temps dans une autre société. C'était juste au début où j'étais coopérateur. Et on m'a bien dit non, que ce n'était pas souhaitable pour l'UJVR. Ok. Et je pense que c'est bien. Ouais.
Mais, préciser, Charles, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour préciser, alors il y en a une qui vient d'être posée. Pour préciser, donc ça, il s'agit d'un choix du coup de coopérative, mais c'est pas forcément une règle qui dit celle-là, ça dépendrait, ça dépendrait un peu voilà, de la façon dont on rédige ces statuts, etc. Mais effectivement, Tout à fait, ouais. c'est des questions voilà, d'équilibre, encore une fois, tout comme le coût des parts sociales que souhaite créer le collectif. Alors, on me demande, est-ce que vous avez déjà perdu un salarié qui voulait devenir associé coopérateur qui n'a pas été accepté par le conseil d'administration? Est-ce qu'un salarié a déjà été, qui souhaitait devenir associé coopérateur a déjà été refusé par le conseil d'administration? Ça a été reculé parfois. On a dit attends un peu, engage-toi plus. Voilà. Mais non, il n'y en a pas qui sont partis. Ouais. Ouais, ça se sent, hein, les gens qui ont envie de s'engager et ceux qui souhaitent être là juste pour travailler, je veux dire. C'est un petit peu différent. Ce n'est pas des différences de salaire énormes, hein, en plus, il faut savoir. Voilà. On a une règle aussi, on a une règle qui nous pose un peu des problèmes aussi, c'est une règle tacite, c'est qu'un mari et une femme ne peuvent pas être associés au sein d'un couple. Et pourquoi? Donc, pour celui qui n'est pas associé, c'est quand même un peu gênant. Voilà. Mais c'est une règle, ça, on ne l'a pas inscrit c'est pas dans les statuts. Hein, mais, comment tu l'expliques que vous ayez cette règle tacite? Quel est le que, problème que ça ferait deux voix du coup. Et puis du coup, ça fait deux SCAEC, ça fait la SCAEC nous et puis la SCAEC du mariage. Ouais. S'il y en a une des deux qui a des problèmes, ça peut poser des problèmes à l'autre structure. Il y a bien un enjeu de maintenir l'unité. Préserver l'unité entre les associés coopérateurs. Alors, j'avance un peu dans les questions au début, et puis parce que… Pardon, excusez-moi Vincent, je vous laisse poursuivre. Non, je disais juste, je vois que là, sur la photo, vous voyez, avec une fille, mais dans l'entreprise, dans les 17, donc on a aujourd'hui deux couples qui se sont formés à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, du coup, avant, quand il y avait des garçons, c'est facile, c'était les garçons qui étaient… mais maintenant, c'est plus d'actualité, ça. C'est fini, cette époque, heureusement. Mais du coup, ça pose de nouveaux problèmes. C'est un des problèmes actuels de l'UJVR. Il y a une question là qui est posée par Yves Cariou. Est-ce que Yves, tu peux la poser en direct? Ce sera peut-être plus simple. Celle sur le parallèle avec l'engagement des entrepreneurs salariés dans le cadre des CAE. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Jamila disait que l'engagement, à juste titre, hein, que l'engagement était vraiment une donnée particulière aux coopératives agricoles. En écoutant Vincent, notamment sur ce que tu dis, Vincent, sur l'engagement par rapport au temps de travail et par rapport à l'engagement dans l'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle aujourd'hui pour consolider l'un et l'autre d'ailleurs, hein, d'un point de vue prospectif, législatif, avec l'engagement qui est lié au contrat qui existe depuis 2014 avec la loi sur l'ESS, de contrat d'entrepreneurs salariés associés, qui, même si c'est pas, enfin, le mot engagement est bien écrit, hein, même si c'est pas pensé comme un engagement au sens agricole du terme, a créé un précédent par rapport au contrat de travail, qui est de dire que voilà, l'entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi, il s'engage à un certain nombre de choses. Et la coopérative s'engage également à un certain nombre de choses. Là, il y a peut-être un parallèle intéressant à creuser, notamment par rapport à la reconnaissance, sur laquelle bute également la SCAEC, la reconnaissance que le salarié peut être un entrepreneur, voire un agriculteur comme les autres. Oui, du coup, le contrat d'entrepreneur salarié tel qu'il a été créé en 2014 correspond bien à la façon dont les associés de l'UJVR vivent leur salariat.
Oui, y compris à titre personnel. Moi, j'ai un contrat d'entrepreneur salarié associé et je me retrouve bien dans ce que dit, Vincent, quoi, hein, sur la dimension entrepreneuriale, sur la question de l'engagement, sur aussi l'argument autour duquel, voilà, soit tu es associé et tu bosses dans l'entreprise, soit tu ne l'es pas et tu peux aller travailler en partie ailleurs, mais si tu t'engages à travailler dans la structure, tu travailles uniquement pour cette structure-là. Enfin, il y a des parallèles et il y a des difficultés similaires dans la reconnaissance de l'entrepreneur salarié associé aujourd'hui. C'est vrai que dans les scopes, c'est intéressant aussi d'avoir une perspective plus internationale. Dans les scopes, dans les coopératives de travail, le contrat de travail est quelque chose de très franco-français. Beaucoup de pays, y compris en Europe, où dans les coopératives de travailleurs, les travailleurs sont des indépendants, ne sont pas des salariés. Et, Oui. et là, il y a des particularités franco-françaises qui seraient peut-être bon d'interroger aujourd'hui pour que des coopératives un peu atypiques que sont les SCAEC, mais aussi quelque part, parce qu'elles sont plus récentes, atypiques parce que plus récentes, les coopératives d'activité et d'emploi, il y a peut-être des parallèles intéressants à faire pour faire un peu de prospective et de doctrine juridique sur ces questions-là. Quand on est en scope en Belgique ou en Espagne, on n'est pas salarié. Non, on est travailleur indépendant. On arrive à la fin quand même de ce webinaire parce qu'on a un peu, on a quand même là un peu dépassé le temps qui était prévu. Il y a quand même une autre question qui a été à laquelle on a répondu, hein, mais peut-être pour rappeler, il y avait la question du constat de l'apport des terres par les associés. De savoir comment a été constaté l'apport des terres par les associés. Alors Vincent y avait partiellement répondu en disant qu'à ce stade, aujourd'hui, c'était la coopérative plutôt qui achetait les terres pour éviter justement des disparités parce que l'achat des terres, de toute façon, enfin, l'apport de terres ne retransparaît pas dans les parts sociales, ni dans les règles de gouvernance, dans tous les cas, puisque ça, le statut ne le permet pas. Donc l'idée c'est plutôt d'éviter de le faire puisque pour que les terres, ce serait plutôt une question de lien bailleur fermage, enfin bailleur fermier entre un des associés et la coopérative et ça c'est plus compliqué à gérer en termes de gouvernance. C'est ça ? Mais je trouve que ça a quand même été le cas pendant de nombreuses années et ça s'est bien passé aussi. Hein. Oui. Voilà, ça peut être une solution de démarrage aussi. Nous, on n'a pas souhaité continuer parce que je trouve que c'est plutôt une fois qu'on est dans la coopérative, si on achète des terres pour soi, c'est un petit peu différent. C'est un peu gênant. Voilà. Oui, c'est intéressant aussi de ce que tu dis, Vincent, et peut-être que ça peut être aussi des mots de conclusion. Hein. Dans l'histoire de l'UJVR, enfin dans l'UJVR en tant que SCAEC aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, il y a aussi la perspective longue de l'UJVR sur 60 ans d'existence qui se transforme, qui évolue, hein, comme tu le disais, Vincent, et qui notamment va progressivement passer d'une propriété amenée par morceaux par différents associés à une propriété en propre de l'UJVR. Et ça ne s'est pas fait d'une seule manière. Et c'est important dans ce que tu dis de dire c'est aussi une façon de commencer que celle où chacun vient amener un petit morceau, quoi, hein. Mais se posera la question un moment de la suite et notamment de la transition pour qu'elle puisse se faire et qu'elle se passe bien. Alors, on sent encore des questions. On sent encore des questions jusqu'à la fin, mais on va arrêter de répondre. Il y a une dernière question qui fait écho à une autre question à laquelle on n'a pas répondu. Je laisse Myriam répondre. Le nombre minimum d'associés, donc c'est 7. Et effectivement, il y a une dérogation pour les SCAEC qui ont une activité dans le secteur animal qui est de 4. Et je pense qu'à l'époque, étant donné que les modèles de statut, enfin le statut SCAEC a été réintégré en 80 sous l'impulsion plutôt du secteur animal, je pense qu'il a été négocié à l'époque effectivement une dérogation par rapport au nombre minimum d'associés coopérateurs et qui a été obtenu avec 4. Et c'est vrai sur ce type d'activité, ce nombre minimum de 7 peut effectivement interroger. Et très concrètement, il interroge sur le terrain par rapport au statut de SCAEC. Voilà,
comme la question de l'accès aux aides à travers la transparence. Ce seront un peu les grandes questions posées par des acteurs qui ont envie de s'inscrire dans un projet agricole de production. Combien minimum? Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit de la même façon aux aides que dans d'autres types de structures? Voilà, et pourquoi pas essayer à terme de faire évoluer ce nombre, enfin étendre en fait à 4, ce minimum de 4, à l'ensemble des secteurs d'activité en SCAEC. Voilà Super. pour le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Le replay sera disponible avec le support qu'on enverra également. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir éclairé sur ce statut et d'avoir partagé l'expérience de l'UJVR, qui est très riche et très intéressante et dont on continuera à tirer des enseignements. Merci bien sûr à Romain, Muriel et Jamila pour leur présentation également. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura intéressé. Et dernière chose, juste avant de conclure, Vincent, est-ce que vous embauchez?